Hop, voilà, ça enregistre. À partir de maintenant, attention, vous êtes filmé. Pierre, on te laisse commencer du coup. Et puis après, alors du coup, Pierre, il est demandeur, je pense, qu'on l'interpelle et que. Ouais, plutôt, parce que sinon, je vais reprendre le fil conducteur d'hier et ça va être très redondant. Donc, soit on parle par exemple, de l'organisation des études de cas ou l'organisation des visioconférences ou l'accompagnement, le suivi des dossiers, les évaluations formatives ou la préparation des certifications. Voilà à peu près les axes moi, sur lesquels je peux apporter, apporter un témoignage. Hein. Je ne suis pas Dieu le Père là-dessus. Voilà, c'est tout. Je me lance. Vas-y, Donc, vas-y. pour ceux que je ne connais pas, donc Loïc Gourdon, je suis le directeur adjoint du CREPS Centre Val-de-Loire à Bourges et je suis responsable en même temps du département formation. Par rapport à ton intervention et avant de rentrer dans éventuellement des petits détails, par rapport aux AF, effectivement, il y a quand même aussi beaucoup dans le cursus, beaucoup de pratiques perso. On leur demande aussi beaucoup de choses, notamment sur des doubles mentions. Comment as-tu pris en compte justement ce travail, puisque le titre c'est aussi du 100% présentiel ou 100% à distance. Comment tu as pris en compte ça dans ton ingénierie de formation? Parce que quand les stagiaires viennent sur ce type de formation-là, ils sont déjà pour une part avec un petit peu d'expérience, en tout cas beaucoup pratiquants, et ils attendent, et c'est ce qu'on attend aussi d'eux, parce qu'il est quand même pas très simple ce BP, mine de rien, donc d'avoir de la pratique perso, c'est souvent ce qui pêche. Donc comment tu prends ça en compte par rapport au cursus à l'ingénierie de formation? Oui, alors, première chose, ça fait 1 an et demi, on a arrêté la double mention. Nous, on fait ou l'un ou l'autre. Voilà. Ça, justement, ça posait, enfin, on estime toujours que ça pose quelques problèmes, notamment par rapport au ruban pédagogique. Surtout que nous, on a un temps contraint qui est vraiment de septembre à juin et que bon, c'est assez compliqué. Donc, on est organisé comme ça. La chance qu'on a eue, si je puis dire, c'est que, par exemple, l'UC4A, nous, on l'a validé le 13 mars, juste avant le confinement. Ce qui veut dire que toutes les périodes antérieures de pratique avaient été réalisées, que ce soit en altéro. Et en pratique, par exemple, crossfit ou cross-training, il nous restait deux sessions d'1 h 30. En gros, quasiment toute la pratique avait été réalisée avant le 10 mars. Ça aurait été une autre problématique, effectivement, s'il restait ne serait-ce qu'un volume de, je ne sais pas moi, 25 ou 30 heures de pratique. Et quand je dis pratique, c'est pratique encadrée avec un formateur où on teste des techniques, on s'entraîne, on se perfectionne, etc. Donc, force de la situation, de toute façon, ils ne peuvent plus pratiquer ni en structure, hein, je ne vais pas vous faire la leçon là-dessus, et chez eux, certains ont une barre, certains ont un peu de matériel, et puis d'autres n'ont rien du tout. Ils ont une terrasse avec un tapis de 3 haltères et un élastique. Donc, on leur a préconisé de s'entretenir, mais de toute façon, les performances par rapport à l'UC4A, elles ont été réalisées. Et à part un qui a subi une opération au poignet, dont on va envisager un rattrapage en espérant rapidement le retour à du présentiel, c'est le seul cas de figure effectivement qui nous pose un petit problème, d'autant plus que pour pouvoir être présenté à l'UC4B, vous savez qu'il faut avoir validé l'UC4A théoriquement, hein, dans l'ordre logique. Voilà. Donc on a un cas qui, je pense, va être réglé certainement début juin. Donc honnêtement, on ne s'est pas trop préoccupé de la pratique. Dans le sens où effectivement il n'y a plus matière nous dans notre programme et eux ils n'ont pas matière sur le terrain parce qu'ils ne peuvent pas en structure. Alors par contre, moi j'ai essayé de faire au travers des études de cas et au travers de la préparation de l'UC3 dont j'espère on va nous laisser un peu de liberté compte tenu du contexte où on a, en respectant le texte actuel, aucune possibilité de la mettre en place, notamment en structure d'alternance. Donc moi, je leur ai proposé 2 choses. Au travers des études de cas, je leur ai proposé trois exercices à réaliser sur à peu près une quinzaine de jours qui accompagnent des gens, notamment dans la période de confinement. Voilà, donc pour les amener aussi à réfléchir sur l'instant, comment on peut gérer du coaching à distance avec, il y a un exemple avec une vendeuse de chez Sephora, un cadre de banque et un footballeur professionnel, voilà, qui n'ont pas forcément les mêmes dispositions matérielles et on monte en puissance au fur et à mesure qu'on se rapproche du sport professionnel.
Donc, leur demander de concevoir des programmes dans des périodes bien définies pour ces gens-là, pour les amener aussi à réfléchir. Et dans le dossier UC3, compte tenu que là, effectivement, on a un problème, c'est que certains étaient en plein milieu du gué pour l'accompagnement de leurs cobayes là, ou de leurs personnes, de leur public d'appui en perspective de l'épreuve. Ouais, tout s'est arrêté parce que physiquement, structurellement, les clubs sont fermés. Et en plus, certains ont des cobayes qui sont tombés malades avec le Covid. Donc, je leur ai proposé, moi, au travers du dossier C3 et peut-être en perspective de la certification qui va arriver bientôt. Oui, parce que je suis en séminaire et en fait, j'arrive pas à avoir l'audio dans le casque sur le séminaire, donc je suis obligée de laisser allumé. Voilà. Pardon. Oui, pardon. Alors, oui, donc, en perspective peut-être de la soutenance unique du dossier C3, si tant est que les clubs, à mon avis, ne vont pas réouvrir tout de suite. Donc, cette épreuve, dans l'état actuel, je la trouve assez compromise. Je leur ai demandé de continuer de présenter la programmation initiale qu'ils avaient faite avec leurs cobayes jusqu'au Covid et comment ils réorganisent la programmation de ces cobayes dans la période de confinement. Voilà, pour revenir sur le côté pratique, pour répondre un peu à ta question, Loïc, sachant qu'effectivement, eux, en termes de pratique, on n'a rien cadré. Alors moi, je gère d'autres sportifs professionnels. Je suis à distance en tant que préparateur physique les joueuses de l'équipe de France, par exemple, de handball féminine. Je peux te dire que c'est compliqué. Certaines, elles ont derrière chez elles 60 hectares de forêt et on arrive un peu à les entretenir. D'autres, elles sont en région parisienne avec une terrasse, un balcon, trois élastiques, un TRX et un tapis d'abdos, quoi. Et les stagiaires, certains sont dans exactement les mêmes conditions. Donc, ça pose un vrai problème. Et peut-être que les centres qui n'auront plus la possibilité de faire passer l'épreuve physique pour des raisons diverses vont peut-être être obligés de se raccrocher, pourquoi pas, sur des évaluations formatives intermédiaires ou des performances réalisées au fil du temps. C'est un vrai souci. Et encore que je trouve que sur l'option HM, c'est peut-être un peu moins compliqué. Pourquoi ? Parce que on est attelé en termes de pratique, sur 3 exercices tir au sort, un arraché, un épaulé jeté, etc. Là où c'est plus compliqué, c'est sur l'option cours collectif, parce que l'épreuve doit être réalisée avec un suivi de cours dans un contexte particulier. Et là, honnêtement, je pense que c'est vraiment, vraiment problématique. J'aurais tendance à dire, heureusement qu'on n'a pas ce problème-là à gérer d'ailleurs. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Oui. Moi, dans l'idée, c'était par rapport au fait que, comme dans l'établissement, je parle à Dijon, vous êtes plutôt avancé et tout le travail qui a été fait par rapport à la distance, à la FOAD, etc. Comment tu te l'es approprié en fait par rapport à tes cursus pour mettre en place sur des éléments comme l'AF, où il y a effectivement beaucoup de pratiques et un cadre réglementaire qui est important sur les épreuves et sur le déroulé de la formation. C'était plus aussi en amont la volumétrie, on va dire, et sur quel type de cours éventuellement tu as du travail à distance pour permettre, même si après moi j'ai un avis quant au public qui serait amené à suivre des cours en FOAD. En l'occurrence, nos établissements étant ouverts à Parcoursup, on le voit maintenant au bout de 3 années que des jeunes issus et sur certaines spécialités, notamment comme l'AF, quand on est lycéen, on n'a pas forcément énormément de temps à consacrer à de la musculation, à du fitness, etc. On remet un petit peu en loisir à côté et on sent de toute façon que ce n'est pas des publics tout de suite qui vont être très impliqués au départ. Et le problème, justement, de la FOAD, je pense, sur certains cursus, que nos très très jeunes, 18-19 ans à tout casser, issus de Parcoursup, ne sont pas forcément faits pour tout de suite. Donc voilà, après, c'est une autre remarque. Alors là, je suis complètement d'accord avec toi. Et nous, depuis que Parcoursup ça existe, au travers de l'AF, alors ça fait l'objet de pas mal de discussions en interne. C'est peut-être pas légal, j'en sais rien, mais à Dijon, on ne prend pas de Parcoursup en AF. Oui, voilà. Pour toutes les raisons que tu évoquais, et en plus, une certaine forme de maturité vis-à-vis de la clientèle. Parce que moi, je me rends compte qu'effectivement, le BPAF,
bon, c'est bien de vouloir l'ouvrir à tout le monde, mais il faut avoir un peu voyagé au travers de l'animation. Et je trouve qu'envoyer des gamins de 18-19 ans dans des clubs où il y a une moyenne d'âge qui se situe aux alentours d'une quarantaine d'années, enfin en fonction des structures, avec des gens qui payent parfois cher et qui sont relativement exigeants sur le comportement, l'attitude, les prestations et la technicité, c'est rendre service à personne. Alors ça, c'est le premier point. Et moi, j'ai quand même 30 ans d'expérience dans les métiers de la forme. Je vois à peu près, alors pas forcément des choses très scientifiques ou très statistiques de façon assez formelle, mais par expérience un peu de maquignon dans ce domaine-là, je vois à peu près ce qui se passe dans les structures. On a quand même un réseau qui nous permet d'avoir des informations qui remontent de la base, ce qui n'empêche pas qu'il y a des exceptions, attention, de temps en temps, il y a des très jeunes qui sont très bons, mais d'une façon générale, c'est quand même assez compliqué pour les tout jeunes, et certains responsables de clubs nous le font savoir. Le deuxième point, effectivement, c'est ce que j'appelle aussi moi la déliquescence sur la durée du niveau physique des stagiaires. Alors, il y a peut-être ici des formateurs AF. Moi, j'ai connu le BACPC, j'ai connu le BEMF, j'ai connu la CUMES. Je peux vous garantir qu'aujourd'hui, c'est des bains qu'on récupère là. Et pareil, on ne rend pas service au système en abaissant autant le niveau d'entrée des performances. Les ETP, ils n'ont aucun sens par rapport à notre spécialité AF. C'est même scandaleux. Et surtout, ça ne met pas en valeur les gens qu'une valeur athlétique, parce qu'à la rigueur, n'importe quelle personne qui s'entraîne à minima peut réussir les ETP, et dans certains centres de formation, à partir du moment où on réussit les ETP, on rentre, alors qu'on n'a pas le niveau. On n'a pas le niveau pour tenir une saison, on n'a pas le niveau pour éventuellement tenir un rythme professionnel. Rythme professionnel dans une structure AF, c'est un rythme de sportif, pas de haut niveau, mais quand même de sportif. Il faut avoir la caisse, quoi. Il faut avoir vraiment de la condition physique. Et ces jeunes-là, ils l'ont pas. Alors effectivement, ce que tu dis est tout à fait juste. Je ne suis pas certain, et hier Aurélia l'a évoqué, tout formateur ne peut pas comme ça du jour au lendemain devenir formateur FOAD, mais tout apprenant ne peut pas non plus utiliser le FOAD. Et dans le cadre que tu évoques, à mon avis, la FOAD, elle n'a pas de sens, et notamment autour de la pratique, parce que cette pratique, avant qu'elle soit indexée sur peut-être des niveaux de performance par rapport à des barèmes, il faut aussi qu'il y ait une pratique avec une technicité à acquérir, avec aussi une sécurité à préserver pour tous ces gens-là. Et ils arrivent de l'école, ou ils arrivent même des fois de nulle part, et il y a quand même un gros travail d'accompagnement à faire. Nous, la chance qu'on a eue, je dis bien la chance, parce qu'à un mois après, on aurait eu les mêmes soucis que tu évoques, c'est-à-dire qu'on aurait comment gérer la partie pratique et même l'expérience et le vécu sur certaines techniques, ça nous aurait vraiment contrariés. Dans le domaine haltéro, musculation, crossfit, on a fini. Par contre, dans la dernière partie de la formation qui était indexée sur ce qui est la préparation athlétique et la réathlétisation, on a ça au programme. Bon, ben là, on utilise plutôt en ce moment, pour pallier le fait qu'ils ne peuvent pas réaliser les exercices, les formateurs utilisent des tutos avec des vidéos ou de sportifs ou d'exercices de réathlétisation, de rééducation, de réhabilitation fonctionnelle. Mais effectivement, ils n'auront pas pratiqué ces exercices, ils n'auront pas pu forcément non plus les mettre en place avec soit entre eux, soit avec d'autres personnes. Bon, nous, on les met en stage ils sont en stage parallèlement également avec les gamins des pôles qui sont implantés au CREPS, ce qui leur donne aussi de la matière, soit sur l'entraînement, soit pour certains sur la réathlétisation, la réhabilitation fonctionnelle. Et là, effectivement, il va manquer un morceau pratique, pas théorique, parce que la théorie, en ce moment, ils la font. Donc, nous, on a gardé en termes de contenu sur ce qui restait. Il nous restait 6 heures de stretching et de technique douce. Tant pis, ça perd tes profits, ils verront ça plus tard. Il nous restait un stage de RPM, les Mills, qui saute, parce que même les Mills, en ce moment, ne fonctionnent plus. Et par contre, on a vraiment mis focus sur… il y avait un module de nutrition, un module de réathlétisation avec Philippe Carrier, un collègue du CREPS, et un module de réathlétisation. Et donc là, on a vraiment mis le paquet sur ces 3 disciplines, plus tout ce que moi je fais avec eux en méthodologie d'entraînement, en suivi de dossier UC3 et en étude de cas. Voilà un peu vers quoi on a orienté la fin du parcours en FOAD. Il a fallu aussi faire des choix, des arbitrages. Ouais, du coup, moi j'avais une question, mais bon, j'entends bien le fait que ce soit compliqué de faire de la pratique à distance. Mais est-ce que, parce que nous on avait expérimenté ce genre de choses, est-ce qu'il n'est pas envisageable qu'ils se filment en train de faire, de proposer une activité X ou Y, et du coup de la partager et d'être corrigé, ou qu'on discute sur ce qu'ils produisent?
Ouais, mais ça, bon, honnêtement, on l'a déjà fait avant, nous, notamment, par exemple, dans le programme d'anatomie, nous, on fait de l'anatomie appliquée, de l'anatomie fonctionnelle, donc tout ça, ça a déjà été fait. Le programme d'anatomie, il a été quasiment clôturé fin janvier. Donc là, aujourd'hui, puis pour revenir sur la question de Loïc, si on se réfère aux pratiques physiques qui se rapprochent de l'activité sur le terrain, c'est ou de l'haltéro, ou du cross-training, ou du crossfit, ou du renforcement musculaire. Donc, ce qui veut dire que même s'ils se filment, certains, bon, j'en ai un seul qui a un espèce de sous-sol avec une barre et des disques d'haltéro. Les autres, ils ont rien. Enfin, chez eux, ils n'ont rien. Donc, se filmer pour faire des abdos, des pompes ou des burpees, des choses comme ça, bah, oui, mais on l'a déjà fait. Bon, par contre, on fait quelques analyses, enfin, avec les formateurs, que ce soit en athlétisation ou en préparation athlétique, voire avec moi, on revient sur de l'analyse de pratique, donc de commentaires effectivement sur des pratiques réalisées, vues en vidéo, sur lesquelles effectivement on leur demande de se positionner sur les placements, sur les trajectoires, enfin, sur éventuellement les fautes constatées, les médiations possibles, etc. Voilà, mais c'est tout ce qu'on peut faire, c'est relativement limité. Et moi, je serais très embêté de leur dire, voilà, vous me faites tous une démonstration d'un arraché. Il y en a qui ont des manches à balai, hein. Donc ça va aller vite, surtout qu'on en a quelques-uns qui arrachent plus de 80 kilos, donc ça serait même complètement décontextualisé, quoi. Voilà, donc c'est vrai que ça pose un vrai problème. Et Loïc a raison, hein, nous, on s'en sort bien parce qu'à 15 jours près, on a fini le truc, mais on aurait aussi pu avoir les mêmes soucis que les autres. Et moi, je les partage, hein, complètement. Du coup, si je reprends la parole, mais si après je laisse à tous les collègues. Ce qui fait effectivement penser à une ingénierie un petit peu différente, avec de l'EFOAD, avec du cours à distance, voilà, du distanciel pour un certain nombre de cours. Bon, on passe les cours communs et autres, hein, tous les travaux qui ont déjà été faits par les autres collègues sur un certain nombre de sujets, et du coup de pouvoir entrer, alors je dirais assez rapidement, mais dans une pratique, et de privilégier le présentiel en centre avec vraiment de la pratique, et puis de les faire rentrer rapidement aussi. On le fait, mais le temps qu'ils acquièrent la connaissance de la structure, qu'ils acquièrent aussi la construction des cycles, et puis tous les contenus qui sont derrière, d'anat, de physio et autres, en tout cas, ce serait dans l'idéal, hein, de pouvoir les faire rentrer assez rapidement en pratique, et puis clairsemer et apporter les éléments en distanciel qui leur permettent de progresser, mais qui est vraiment tout ce côté pratique et péda très très important. Oui, moi je suis complètement d'accord avec toi, et c'est ce que je disais hier lors de l'intervention. Je ne suis pas certain que… Bon, là, nous, ça nous… Mon métier, j'accompagne les gens, j'espère qu'on va les amener au bout. Enfin, là-dessus, j'ai un peu le sens du service public comme tout un chacun. Et la situation est exceptionnelle, donc on met en place des choses exceptionnelles. Ça m'intéresse aussi parce que, entre guillemets, sous la contrainte, il a fallu s'y mettre, et finalement, je me suis rendu compte que c'était pas… C'est une tâche comme une autre, à condition de le faire à peu près sérieusement et avec un peu de bon sens. Mais je ne suis pas convaincu qu'effectivement, dans la spécialité AF, ça soit quelque chose de relativement prégnant à mettre en place trop tôt. On parlait hier de dynamique de groupe, il y a aussi la nécessité de les percevoir au quotidien dans leur façon d'être, dans leur pratique, également dans ce qu'ils savent faire par rapport à leur vécu antérieur et ce qu'ils doivent découvrir. On a quelques-uns qui ne, enfin, par exemple dans la promo que j'ai cette année, qui ne connaissaient que le CrossFit, voilà, c'est-à-dire qu'ils sont venus à la formation par le CrossFit, ils ne savent même pas qu'il y a d'autres clubs avec d'autres pratiques, avec d'autres activités, donc le temps de faire découvrir un petit peu tout ça, de les laisser s'immerger dans les structures d'accueil, essayant de ne pas trop les rendre monovalentes. C'est pour ça que nous, on leur impose, par exemple, de ne pas avoir qu'une structure de CrossFit en structure d'alternance, parce qu'on estime que c'est trop réducteur, donc ils ont le droit d'être dans une structure de CrossFit, mais ils ont aussi le devoir d'être dans une autre structure qui propose d'autres activités pour qu'ils aient un peu une vision élargie de l'activité au sens très très large du terme, que ce soit sur le plan des pratiques, mais aussi sur le plan commercial, parce que c'est une spécialité qui est adossée à un commerce, hein, qui est non négligeable. Donc par rapport à ça, effectivement, je partage ce que tu dis, et c'est ce que je disais hier dans le bilan, avec une certaine humilité. Ok, ça fonctionne bien, peut-être parce que d'abord, on n'a pas le choix en ce moment,
Et puis parce que c'est arrivé au bout de 6 mois et demi de ruban pédagogique. Je serais relativement plus prudent à le mettre beaucoup plus tôt. Mais ce qui n'empêche pas enfin moi j'ai trouvé quelques intérêts que peut-être en y réfléchissant, en prenant le temps dans un mois ou deux de bien poser rétroactivement l'analyse de tout ce qui s'est passé, peut-être que s'il faut mettre des choses en place dans ce domaine-là pour limiter le présentiel, d'autant plus que par exemple, le Conseil régional nous impose là, cette année pour les saisons futures de prévoir un certain volume dans les programmes de formation, un volume quantifié de FOAD. C'est écrit et c'est une des conditions entre guillemets, des critères de recevabilité ou de qualité à respecter. Donc, il va bien falloir y arriver. Alors, la vraie question que moi, je me posais avant le confinement, c'est OK, d'accord, on va le faire, mais quand, comment? Donc, voilà, avec cette méthode-là, qu'on met en place, ça va permettre peut-être un petit peu plus à même de réfléchir correctement et de tenir compte de tous ces paramètres qui ont été évoqués hier et que tu évoques aujourd'hui. Le niveau des gens qui rentrent, un peu la maturité, le niveau de maîtrise aussi des outils, des techniques. Moi, j'en ai quelques-uns qui, au mois de septembre-octobre, étaient complètement, on va dire, incapables de maîtriser un clavier ou quoi que ce soit. Ils maîtrisent un smartphone, ils maîtrisent des choses comme ça, mais un clavier structuré, éventuellement un document sur Word, Excel, etc., ils en étaient à des années-lumière. Donc, effectivement, il y a peut-être un temps pour tout. Mais ce temps-là, il mérite quand même d'être pris en compte. Et il n'y a pas que des inconvénients, il y a aussi quelques avantages. Maintenant, sur le plan pratique, c'est bien c'est pas parce que tu regardes quelqu'un jouer au tennis que tu sais jouer au tennis. Voilà, donc, malheureusement. comme je dis, il faut mettre les mains dans le moteur à un moment donné. Voilà. Effectivement, là, ça nous pose un problème. Loïc, vas-y, réagis si tu veux. Mais il y avait Laurent qui avait une remarque. Ouais, ça renvoie à ce que voilà, Laurent a marqué par rapport aux équivalences. Je dézoome un petit peu. Alors non, je reste avec vous, mais ça renvoie aussi à nos diplômes. Quand on va passer dans la dans la moulinette de France Compétences et d'inscription de nos diplômes, d'un certain nombre, je pense, qui vont sauter, et du volume maintenant de nos diplômes et de comment ils sont construits avec les CQP et les titres à finalité professionnelle qui sortent, avec des gens qui vont mobiliser un CPF avec un temps plus court pour se former et avoir un diplôme qui va donner les mêmes prérogatives pratiquement que nos diplômes à 600 heures. Et donc, c'est tout ça aussi qu'il va falloir appréhender dans nos nouvelles pratiques. Bon, ça fera c'est l'objet de cet après-midi, il me semble, d'échanges là-dessus, du poste, mais dans tous les cas, c'est bien aussi comme ça qu'il faut qu'on commence à l'appréhender. Et comme dit Laurent, les équivalences, effectivement, avec les diplômes fédéraux, avec des titres, on est dans une nouvelle mouture à réfléchir. Oui, mais si je peux me permettre, dans leur mise en forme, ils sont un peu schizophrènes, les professionnels, parce que d'un côté, ils exigent un certain niveau d'aptitude et de formation, en l'occurrence, grâce ou à cause ou avec nos cursus, on était quand même de garantir sur la base d'à peu près 600 et quelques heures de formation et entre 400 et 500 heures de stage en structure d'alternance. Et d'un autre côté, c'est eux qui sont si capables en même temps de réinventer, alors peut-être aussi pour des histoires de business, etc., des titres à finalité professionnelle, effectivement en rabaissant un certain nombre de contenus qui ne va pas, et d'autant plus qu'ils sont parfois extrêmement exigeants aussi avec le niveau de sortie. Donc là moi, de temps en temps, ils me surprennent un petit peu. Et il y a parfois aussi une différence entre, j'aurais tendance à dire, les professionnels, notamment des grandes firmes, et puis moi, ceux que je rencontre quasiment, pas tous les jours, mais enfin très très souvent au quotidien de nos échanges avec les structures, et qui ne sont pas forcément sur la même ligne de conduite, et qui pour certains voient aussi d'un mauvais œil la réduction des volumes horaires et l'abaissement du niveau général. Bon, par contre, ce qu'eux ont tendance parfois à préconiser, c'est effectivement de vouloir aller à l'essentiel sur certaines matières et, par exemple, s'affranchir de certains contenus qui leur paraissent pas essentiels. Parfois, je partage aussi un peu leur avis. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est… Après, pour revenir sur également l'équivalence,
Tu peux me citer, toi, des diplômes de fitness qui donneraient des équivalences? Des diplômes fédéraux de fitness qui donnent ou de la etc. Il y a des diplômes en haltérophilie, voilà, des diplômes fédéraux en haltérophilie, mais honnêtement, l'haltérophilie, c'est quel pourcentage de pratique dans le fitness commercial en général? C'est ça. Voilà. Donc là, il y a des choses qui ne sont pas du tout cohérentes, ne serait-ce que par rapport à ces équivalences sur des gens sur tel lycée. Et aussi, ça pose un problème. Moi, j'ai eu quelques années des athlètes de haut niveau en haltéro qui avaient par équivalence, par exemple, l'UC4, hein, à la fois d'un diplôme fédéral qui leur a été donné pour service rendu, il faut le dire. Hein. Mais par contre, ces gars-là, si je leur avais fait passer l'épreuve UC4 comme les autres, ils ne l'auraient jamais eu. Donc, voilà aussi la problématique parfois de certaines équivalences qui sont associées à des diplômes fédéraux ou des choses comme ça. Donc là, aujourd'hui, dans ce milieu-là, il y a quand même des choses qui ne sont pas forcément très, comment dire, très calées. Hein. Il y a encore des choses assez bancales. Et il y a aussi un marché, hein, à récupérer, il faut le dire. Hein. Et nous, le problème qu'on a quand on a des gens maintenant qui nous cuisinent, ils nous cuisinent effectivement, comme tu viens de dire, sur les volumes horaires. Il y en a même qui nous cuisinent sur le nouveau titre à finalité professionnelle et savoir. C'est-à-dire qu'en fait, certains aimeraient bien que finalement les Krebs les fassent pour avoir quand même quelques garanties, certaines qualités, accompagnement, etc. C'est-à-dire qu'en gros, ils voudraient bien venir, mais à condition qu'on fasse plutôt un titre à finalité professionnelle à 300 ou 350 heures, plutôt qu'un BP à 650 plus 500 et quelques heures de stage. Voilà aussi le paradoxe, mais c'est vrai que là, on s'est tiré une balle dans le pied, on a ouvert une boîte de Pandore en autorisant des gens avec des CQP à travailler avec 80 heures de formation, là où d'autres sortent avec 1150 heures de formation. On n'a pas l'impression de faire la même chose. Malheureusement, on va se faire écraser, hein, au fil du temps, hein, par ces petites formations là, qui coûtent moins, qui durent moins longtemps et qui permettent finalement de faire quasiment le même métier. Est-ce qu'il y a une… C'est un autre débat, ça. Hein. Est-ce qu'il y a une autre remarque avant qu'on change de… Ouais, moi je voudrais bien prendre la parole 2 minutes. Oui. Donc bonjour, je suis Aftixador, conseillère technique équitation. Je suis en Occitanie, donc on est plutôt pas mal impliqué sur les formations équitation, BPGEPS équitation. On a des DE aussi. Moi, ma question, parce qu'on est resté vachement sur le BPAF, donc nous, on a un peu la même problématique parce qu'on a des TFP aussi et on a la branche pro on a pas mal de diplômes qui s'entrechoquent, enfin, s'entrecroisent, on va dire. Le sujet, c'était transformer un BPAF en présentiel à 100% distanciel. On est d'accord que c'était dans le contexte actuel, qu'en fait, par rapport aux discussions que vous avez eues, on est bien d'accord que c'est pas possible. Bon, moi, je pense que c'est pas possible. D'accord. Ouais, mais tu as raison. En fait, Pierre et Fred était conquis par Pierre, qui était au début un mec ultra réticent sur tout ce qui était numérique et qui, là, avec la bascule, a vécu. Tu te expliqueras avec Fred s'il y a besoin, Pierre, hein, mais en disant c'est quelqu'un qui a basculé et qui a trouvé des intérêts en fait dans le dispositif à distance en disant tiens, c'est intéressant ça offre de nouvelles cartes en fait dans les moyens d'intervention. Pierre, je ne trahis pas. Oui, c'est ça, mais cela dit, bon, c'est pas parce que moi j'étais parfois réfractaire, parfois rotor, y compris en plénière entre nous. Ce qui m'a souvent gêné, peut-être parce que je suis en fin de carrière, c'est les gens qui sautent des fois comme ça à brûle pour point sur des choses qui leur paraissent géniales ou modernes. Puis quand tu grattes un peu, bon, moi, c'est pas pour autant que je suis un culte, hein, je lis des ouvrages. J'ai encore lu il n'y a pas longtemps l'ouvrage de Démurger, là, hein, je sais pas si vous connaissez la fabrique du crétin, je sais pas quoi, là, digital, là, la civilisation du poisson rouge. C'est des bouquins que j'ai lus là, il y a 3-4 semaines qui m'ont aussi conforté dans ce que je pensais avant par rapport aux outils numériques. D'ailleurs,
Si ça vous intéresse, lisez-les. Il y a quand même des choses intéressantes et qui sont aussi fondées sur des études et des enquêtes statistiques qui montrent aussi que parfois, tout ce qu'on est en train d'évoquer ne porte pas du tout ses fruits. Hein. Donc, l'intérêt de ces ouvrages, c'est qu'ils permettent aussi parfois de remettre un peu l'église au centre du village et de faire la part des choses. Et par exemple, Desmurger ne dit pas que ce n'est pas inintéressant, mais il dit, comme nous, que ça ne s'adresse pas forcément à tout le monde, dans n'importe quel contexte et dans n'importe quelle condition. Voilà, et c'est surtout ça, moi, qui m'a fait passer, entre guillemets, pour un rotor dans l'équipe des formateurs du CREPS. Mais ça ne m'empêche pas que moi, j'utilise beaucoup l'informatique. J'étais un des premiers dans l'établissement à utiliser les supports vidéo numériques, etc., par exemple, pour l'enseignement de l'anatomie. Et en l'occurrence, à l'époque, moi, je me souviens qu'on s'était fendu d'un truc qui nous avait coûté la peau des fesses là, sur un logiciel d'anatomie. Et quand je vois ce que les gars de Lyon ont été capables de faire là, il y a 5-6 ans, si on avait eu ça à l'époque, ça aurait été la révolution. Enfin, même nous, quand on était étudiants, on aurait eu ça, c'était fabuleux. Donc, je ne conteste pas, moi, certains apports. Au contraire, la technique nous aide, mais se jeter corps et âme dans des dispositifs, d'autant plus que parfois, on n'a pas forcément les acteurs en face de nous. Moi, j'ai été formateur pour le professeur de sport. Les gens qui passent le professeur de sport, ils arrivent, ils ont une maîtrise, ils ont une capacité de synthèse, de réflexion. Par exemple, pour le professeur de sport, en FOAD, je trouve que c'est complètement adapté. Enfin, vu de l'intérieur, pour avoir passé le professorat de sport, pour en avoir formé et accompagné, je trouve que, par exemple, pour ce type de public-là, c'est fortement adapté. Pour nos BP, qui pour certains sont en échec, hors système scolaire, ou qui sont sur des reconversions professionnelles en venant des métiers de l'artisanat, du bâtiment, de la vente, etc., ou de l'armée, j'en ai qui sont en reconversion d'armée, il faut pas, et c'est là-dessus que moi j'ai toujours un peu freiné, on ne va pas se jeter comme ça, voilà, bille en tête sur des choses qui nous paraissent peut-être modernes, mais qui ne sont pas adaptées. C'était surtout ça mon point de vue, c'était pas dire je ne veux pas faire et tout d'un coup j'ai découvert quelque chose de miraculeux. C'est une très bonne conclusion. Par rapport à ce que tu viens de dire, Ève, effectivement, moi je pense que voilà, ce qu'on fait, c'est des métiers de l'animation quand même, de l'encadrement, avec de la pratique, avec des humains à faire travailler, à faire progresser, à faire s'amuser, à faire se distraire. Tout ne peut pas être fait derrière un écran, quoi. Non, mais c'est une très bonne conclusion. La question, c'est de faire de la formation et peut-être que la formation à distance peut contribuer. Et après, peut-être qu'on a un système de contraintes qui nous oblige à évoluer et en étant pour ou contre. En gros, il y a cette idée-là. Bon, on arrête là-dessus, Pierre, parce que c'est déjà 35. Merci, tu vois, finalement. Ouais. Je partirai à 10h. Hein, je dois... Ouais, non, mais il n'y a pas de souci. Voilà, c'est open bar. Donc là, je pense que c'est à notre star du Sud, là, qui fait de la plongée. Donc à Nico, je pense, de parler. Nico, est-ce que tu es par là? Je suis par là. Super. Eh bien, écoute, parle-nous de digitalisation de tes dispositifs de formation et la réflexion que tu as sur le sujet actuellement. C'est parti. Bonjour à tous. Alors, en effet, donc, je suis formateur plongée au CREPS PACA sur le site d'Antibes. Et donc là, l'idée, c'est de faire un retour, de vous exposer un petit peu le projet que nous avons. Alors, quand je dis nous, je vais souvent utiliser le nous et le on parce que ce n'est pas le fruit d'un travail personnel, mais bien d'un travail collectif avec mes 2 autres collègues formateurs en plongée. Et donc, on a comme projet de numériser, de digitaliser la filière subaquatique, c'est-à-dire BP, DE, DES, stage de recyclage. Et alors, c'est un projet qui c'est tout début, hein, c'est-à-dire que là, je vais plutôt vous montrer l'envers du décor, hein, tout le cheminement, tous les doutes, tout ce qui semble être des évidences ou qui seront peut-être de fausses évidences. Hein, après, on va être confronté au réel. Et puis, vous montrer jusqu'où on en est et ce qu'on a pu commencer à mettre en place, sachant que, je le répète, on est vraiment au tout début. Alors, peut-être pour faciliter un peu la compréhension de mes propos, j'ai joué au bon élève, donc j'ai fait un petit support. Alors, je vais faire un partage d'écran. Et donc, c'est parti. Donc là, je vais un peu organiser mes propos sur 4 axes. C'est-à-dire que dans un premier temps, je vais vous présenter la filière en 2020, parce que finalement, c'est quand même ce qui nous a mis un peu la puce à l'oreille de se dire, allez, on y va, on n'y va pas. Dans un deuxième temps, montrer que c'est une conjoncture qui finalement a tendance à nous pousser à nous transformer. En tout cas, il y a pas mal d'interrogations là-dedans. Et puis, les conversations qu'on a pu avoir entre collègues, hein, parfois âpres. Il y a eu combat, il y a eu bataille pour savoir si on y va, si on n'y va pas.
il y avait des arguments nobles, il y avait des arguments de bas étage. Enfin, ça fait partie aussi de ce cheminement pour dire, allez, on se lance, on franchit le pas de chercher à numériser ou pas. Et puis, donc, les stratégies relativement simples, hein, finalement, on n'a pas réinventé l'eau chaude pour essayer de tendre vers ça. Alors, la filière des activités subaquatiques au Krebs PACA. Donc, qu'est-ce que ça donne? C'est une filière qui est assez étoffée, hein, puisque on retrouve tous les parcours. On a du BP, donc bouteille, du BP pour les apnéistes. On a un DEGEPS, c'est un peu le format star, notre cœur vraiment de la filière. On a même un certificat complémentaire qui est associé, qui permet d'avoir un peu plus de prérogatives, de plonger beaucoup plus profond et d'être tuteur. On aurait dû, patatras avec Covid, mais on aurait dû avoir un DES qui attaquait cette année. Et puis, on a des stages de recyclage. Et finalement, tout ça, c'est multiplié. C'est-à-dire que le gros, ça va être sur le site d'Antibes. Mais pour répondre aux attentes des publics, on en a aussi une partie sur Marseille. Et puis, on a étoffé l'offre en Corse, pour le public corse. C'est-à-dire qu'on s'adresse, on a un BPGEPS qui est à destination d'étudiants en licence TAPS. On en a un autre qui est mis en place en partenariat avec le centre sport corse. Et puis, on a un recrutement qui va être national. C'est-à-dire qu'on a autant des stagiaires de Tourcoing que d'Antibes, que de la façade atlantique, que des dom-toms aussi. On en a un qui viennent de Polynésie, de Nouvelle-Calédonie, de Martinique. Et donc là, sur cet état des lieux, quand on en arrive là, ça nous met un peu la puce à l'oreille. On se dit, mais finalement, on reproduit X fois dans l'année des mêmes contenus de formation. Et puis, ça coûte aussi de l'argent, c'est gourmand en intervenants extérieurs, c'est gourmand face à face. Donc là, on se dit, est-ce que finalement, la solution, ce ne serait pas de basculer certains contenus, peut-être toutes les UC1 et 2, en FOD, qui permet de basculer à cette conjoncture, est-ce que ça nous pousse à nous transformer ou pas? Alors, d'un point de vue externe, comme je viens de le dire, c'est cette multiplication des formations, hein, puisque du BP, on a 5 parcours sur le BPGEPS plongée et apnée. On a 5 stages de recyclage, donc on se dit, bon, plutôt que de multiplier les intervenants, on ferait peut-être bien de basculer ça en e-learning. Le fait qu'il y ait un recrutement national, c'est en lien avec aussi les aspirations finalement des stagiaires. C'est-à-dire que là, j'aurais dû vous faire un petit récapitulatif sur tout ce qui est les mails de contact. On a toujours les mêmes demandes. C'est-à-dire que moi, j'habite loin, j'ai ma vie de famille, j'ai les gosses à m'occuper, je suis divorcé, est-ce que je suis obligé d'être toujours présent? Est-ce que je dois venir à tous les moments? Est-ce que je ne peux pas attaquer un petit peu plus tard dans l'année? Cette semaine-là, finalement, est-ce que je peux m'en passer? Donc ça, c'est toutes les interrogations. Et puis, on retrouve un peu cet équilibre qui nous est demandé entre leur vie professionnelle, en tout cas de stagiaire, leur vie familiale et puis leur vie de loisir. Donc ça aussi, ça nous interroge. On dit, est-ce que ce n'est pas le remède, la FOAD, le basculement, est-ce que ce n'est pas le remède par rapport à toutes ces demandes sur le recrutement national? En interne, quand je vous disais, il y a des arguments un peu de bas étage, un peu moins nobles. Avec un peu de filouterie, on se dit, mais finalement, est-ce que ça ne va pas nous rendre service? Et de manière un peu naïve, est-ce qu'on ne va pas aussi éviter quelques problèmes dont on en a marre de s'occuper, à faire la police notamment, hein, sur la gestion des horaires, sur les retards, sur un peu d'absentéisme, parce que sur la masse de ces 250 stagiaires, forcément, on est confronté, comme tout le monde, à ces soucis-là. On dit, finalement, avec la FOAD, patatras, il n'y a plus de tout ça. Ils valident le MOOC, ils valident le cours, ils ont un badge pour ça. Et puis, on n'a plus à venir jouer aux policiers et vérifier s'ils sont présents en salle. Là aussi, alors pourquoi je mets un petit symbole argent? C'est parce qu'on trouve qu'on a de moins en moins des stagiaires qui se positionnent comme apprenants, mais plutôt des consommateurs. Ils viennent consommer la formation. Donc, quand on termine le cours un quart d'heure plus tôt, ils viennent nous demander un remboursement. C'est déjà arrivé. Hein. C'est anecdotique. Hein. Il y en a très peu comme ça. Mais il y en a qui viennent. Ils ont compté toute l'année en disant là, tel jour, on a terminé un quart d'heure plus tôt. Moi, je finance personnellement. Donc, c'est de l'argent qu'on me doit. Hein. Je dois être remboursé de cet argent-là. Donc, ils sont particulièrement pointus sur le respect du volume horaire et puis ce qu'on fait de leur argent. Parce que alors, je n'en ai pas parlé, mais nous, c'est beaucoup de la reconversion professionnelle. On a de 18 à 60 ans dans les publics, dans les stagiaires plongés. Et on a une grande partie qui va financer personnellement.
Donc forcément, ils sont relativement, ça s'entend, hein, ils sont soucieux de se dire, voilà, moi je mets de l'argent sur la table, ils veulent être des éponges, ils veulent être gourmands, ils veulent en avoir pour leur argent. Et une fois de plus, on dit, avec le système de MOOC, de FOAD, est-ce que ça, c'est pas un bon moyen de les nourrir, peut-être même de les gaver aussi, hein. Il y a une possibilité de faire un système de bibliothèque et de leur en donner, de faire du foie gras en quelque sorte. Et puis, dans ce qui pourrait nous pousser à nous transformer, on a peut-être aussi un besoin, un moment un peu personnel. Là, l'équipe, elle est en place depuis 7 ans, on est 3 à fonctionner. C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas le moment de se réinventer? On est bon là sur les PowerPoint, on a ce leurre des méthodes actives où on se dit, on est balèze, hein, on les met en situation, on les met acteurs de la formation. Et finalement, on fait ça d'année en année et puis on se dit, c'est peut-être un leurre, hein, il y a peut-être autre chose à faire, il y a peut-être une transformation autre, et cette transformation pourrait passer par la FOAD. Alors maintenant, j'en viens un peu à la bataille, hein, le côté combat de boxe entre nous, hein, entre collègues. Évidemment, le côté soleil, peut-être brûle pour point, comme disait Pierre, allez, on y va, je suis fan. C'est de se dire, est-ce que c'est le remède? Est-ce que c'est le médicament? Ça va être notre vaccin contre tout ce que je viens d'exposer avant, et est-ce que ça va répondre à toutes ces problématiques-là? Donc ça, c'est le côté un peu facile. Maintenant, j'en viens aux conversations et puis à tout ce qui était les freins, ce qui nous empêchait un petit peu d'y aller, ou en tout cas, ce qui a mis du temps à déclencher. Déjà, c'était toutes les croyances qu'on pouvait avoir autour de la FOAD. À savoir, des fois, certains collègues ils disaient moi, j'aime pas ça, donc les stagiaires n'aimeront pas. Bon, ok, alors il va falloir passer cette étape-là. Ou alors, toutes les représentations qu'on a, ça va être indigeste là, de se filmer pendant 7 heures et leur demander de visionner 7 heures de cours. Non, c'est pas ça non plus. Il a fallu briser un petit peu toutes ces croyances. Ou alors, moi, je vais leur placarder mon PowerPoint ou un document Word de 30 pages. Là aussi, il a fallu un petit peu dans les conversations qu'on brise et qu'on évolue sur des représentations, des croyances qu'on avait. Et ça a nécessité de lâcher un petit peu les amarres sur cette zone de confort, ou faire du magistral, c'est cool, d'une année sur l'autre, on les maîtrise, surtout quand on fait le même cours 3-4 fois dans l'année sur les différentes promos. Voilà, ça me demande très peu de temps de préparation, je me pointe, je sais quand je dois faire poète-poète pour réveiller un petit peu la promo, et puis j'arrive à faire passer mon contenu sans trop d'efforts. Donc, gros frein, c'est la charge de travail. C'est-à-dire, mais est-ce que ça vaut le coup finalement de s'y coller, alors que moi, je gère bien mon contenu et ça me demande peu de temps. Bon, le contre-argument, comme je l'ai exposé avant, c'est la multiplication des parcours et de se dire que oui, ça va valoir le coup parce que c'est quelque chose qu'après, on va devoir actualiser et qu'on pourra réexploiter d'une année sur l'autre. Dans les grosses limites aussi entre nous, ça a été le côté technique, c'est-à-dire qu'on est incompétent, on ne sait pas faire. On ne sait pas comment ça marche, un MOOC, on ne sait pas comment l'organiser. On utilise Claroline, mais uniquement comme base pour stocker des documents, pour stocker des plannings, les grilles de certification. Mais on n'est pas bon, on a cette incompétence. Donc finalement, c'est un frein assez important. C'est-à-dire que dans la stratégie, il va bien falloir qu'on passe par un temps où on se forme. Et puis, une autre interrogation dans les limites, c'est le côté financier. C'est-à-dire qu'on n'a pas le modèle économique. On se dit, mais finalement, nous, on ne va pas créer tous les contenus. On va faire appel à des intervenants extérieurs. Ces intervenants extérieurs, comment on les rémunère? Voilà, il n'y a pas de tarif voté encore au conseil d'administration du CREPS. Donc, puis, très bien, est-ce qu'ils vont accepter? On va les rémunérer une année, mais l'année suivante, ça veut dire qu'ils vont perdre un petit peu ce marché, cette intervention face à face. Donc, est-ce qu'il va falloir les rémunérer l'année suivante pour actualiser? Est-ce qu'on va rémunérer pour tenir 1 heure ou 1 heure et demie de visio ou un système de chat ou suivre le forum? Donc voilà, un peu, j'ai essayé de brosser toutes les conversations, tout le off, un peu entre nous, entre collègues. Donc après quelques bons bourre-pifs à la Linoventura, malgré tout, le côté remède a pris le dessus. On s'est dit, on y va. On franchit le pas. Donc, les stratégies pour aboutir, qu'est-ce qui s'est dit et quel axe? Déjà, jusqu'où FOAD, jusqu'où on va? Donc là, il y a eu un gros travail de réaliser sur quel contenu on bascule en FOAD et quel contenu on conserve en présentiel, en se disant que tout ne se prête pas à être fait à distance. Alors, il y a des contenus un peu magistraux quand je fais de la méthode de projet, quand on parle de réglementation. Même sur de l'anglais, tout ça, on se dit, allez, de la compta, du marketing, ça, on peut basculer en FOAD.
En revanche, il y en a d'autres, rien que la plongée, il y a un moment, il faut qu'on aille faire des bulles quand même, qu'on aille sous l'eau. Ça, on ne pourra pas basculer en x.d. Ou alors de la communication. Il y a un moment où on utilise des méthodes actives, quand on veut faire travailler de l'improvisation, on voit que la limite technique est présente. Donc, on va construire des nouveaux rubans. Ça ne va plus être nos rubans pédagogiques binaires classiques, avec du temps en CREPS, du temps en entreprise, parce que nous, ils sont beaucoup en entreprise, assez peu en association. On va basculer sur des rubans ternaires, c'est-à-dire qu'il va y avoir des temps au CREPS qu'on garde en présentiel. Il va y avoir des temps qui vont être chez eux, donc en FOD à distance, mais on va quand même un petit peu les aider. On va leur donner des plannings pour les aider à s'organiser, parce que c'est un petit peu ce qui nous, en ce moment, à se dire mais comment je m'organise, comment je m'y mets. Et puis, on retrouvera évidemment du temps en entreprise, en structure. Donc ça, c'est ce qu'on a construit au moins pour le DE, pour le BP. C'est-à-dire qu'on a des rubans pédagogiques ternaires. On sait quand est-ce qu'on les conserve quand même au CREPS. Rien que sur le lancement d'un parcours sur 9 mois, on sait qu'on les conserve la première semaine, pour créer un peu de dynamique de groupe, pour bien présenter les tenants, les aboutissants de la formation, aussi pour les lancer et les former sur l'usage de Claroline, de la plateforme. Donc on sait qu'on garde déjà cette première semaine. Ensuite, stratégie, comme je le disais, on a un vrai problème de compétences, on ne sait pas faire. Donc, il a fallu qu'on se forme. Alors, qu'est-ce que ça a représenté? Et puis, on continue, évidemment. Je ne prétends pas qu'on soit encore compétent, mais on est en cours d'acquisition. Ça a représenté 3 à 6 jours. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 jours de déplacement auprès des collègues sur le CREPS de Dijon, sur lequel on a été formé à la construction d'un MOOC, à tout ce qui est pédagogie à distance. Ensuite, il y a un collègue, il y a Denis, qui est venu en remettre une petite couche quelques mois plus tard, justement, donc sur Antime. Et puis, moi, j'ai suivi donc, le MOOC Météo Marine de l'ENV, mais je l'ai vécu aussi comme un temps de formation, c'est-à-dire que de suivre complètement le MOOC, un MOOC qui a déjà de l'expérience, qui est rodé, qui fonctionne, qui est efficace, ça m'a permis de me former. Stratégie d'investissement. Alors, on se rend compte que l'investissement peut être limité. Avec même un téléphone portable, on peut faire des petites vidéos, on peut... Là, la direction du CREPS PACA ont pleinement joué le jeu. Ils ont vite compris en fait tout l'intérêt de numériser, de digitaliser cette filière. Et donc, ils ont accepté un investissement lourd, RapidMOOC, c'est plus de 20 000 € d'investissement. Donc ça, c'est un choix qui a été fait. Bon, je ne rentre pas là-dedans sur comment ça peut être amorti. Ça peut rapidement être amorti dans les faits. Et puis, d'autres investissements plus légers avec peut-être une licence sur l'usage de Canva pour faire de l'infographie, avoir des visuels un peu sympas, ou une licence sur Filmora, c'est un petit logiciel sans prétention de montage vidéo. Donc ça, c'est sur la stratégie d'investissement. Et toujours dans cette stratégie d'investissement, jusqu'où on délègue et à qui on délègue. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on constitue une équipe pédagogique. Nous, on n'allait pas se coller, ça serait une charge de travail bien trop importante. Donc, on a constitué une équipe qui allait construire également des MOOC. Alors, on a déjà identifié des personnes qui étaient plutôt aguerries et habituées à l'usage du numérique, ces choses-là. Et puis, à notre tour de faire une petite passation, on va prendre du temps pour les former aussi, les accompagner. Et le fait qu'on soit 3 formateurs, ça nous permet de dispatcher un petit peu la tâche. Le modèle économique, pour l'instant, qu'on va soumettre à la direction, c'est une rémunération. Alors, pourquoi moins, pourquoi plus? En tout cas, c'est un chiffre qui résonnait un peu. C'est rémunéré à 600 € pour la construction d'un MOOC qui représenterait 7 heures de temps de formation. Alors, sachant que nous, sur le DEGEPS, un intervenant extérieur est rémunéré 300 €. On se dit, pour tout le travail de conception, d'ingénierie, on s'est dit qu'il y a le double en temps de travail. Donc, voilà, on est parti sur cette échelle-là. Alors ensuite, on en est là, c'est-à-dire qu'on a nos premiers MOOC qui sont en train d'être créés. On est en train d'accompagner notre équipe pédagogique. On a RapidMOOC qui doit arriver la semaine prochaine. On a les licences Canva. Voilà un petit point d'étape. Tout ça, ça a commencé l'année dernière, en juillet dernier. C'est-à-dire que les premières conversations ont débuté en juillet dernier, pour vous donner un peu l'échelle temps de toute cette phase où il faut que ça mûrisse, ça fasse sens, il faut qu'on se frite un petit peu entre nous, après que ça s'apaise, qu'on se dise finalement il avait raison, qu'on tienne compte aussi des remarques des uns et des autres. Et donc, on envisage une mise en place, je donne l'exemple du DEGEPS, en 2021, où donc les UC1 et 2 seraient pleinement en FOD.
Et sur les UC3 et 4, et ben là, on se rend compte en ce moment en Covid que ça marche aussi. Alors, pas pour plonger, hein, ça a la baignoire à ses limites, mais en tout cas, pour attaquer les séances PEDA, pour commencer sur des briefings, tout ça, ça marche très bien. Donc, on pourrait aller peut-être plus loin que ce qu'on pensait, en tout cas, sur la numérisation. Donc, la prochaine étape, ça va être d'officialiser tout ça. Je pense qu'on est naïf, hein, on ne sait pas encore trop à quoi s'attendre, mais sur le côté administratif, il va falloir transformer tout ça pour les financeurs aussi, qui comprennent bien voilà, ce qu'ils payent, la valeur que ça a. Et puis, basculer sur une phase de communication plus officielle auprès des stagiaires, auprès du réseau, hein, des tuteurs, des structures conventionnées, sur ce qui sera les formations l'année prochaine. Dernière étape, je m'en délecte déjà, mais ça va être d'essuyer les plâtres. Hein. Je suis conscient que là, on se lance un petit peu là-dedans sans avoir toutes les réponses. Hein. On n'a peut-être que 20% des réponses et il y a 80% où il va falloir réagir peut-être aux problèmes, aux soucis techniques et puis s'améliorer là-dessus. Voilà, j'en ai fini. Une fois de plus, je n'ai pas regardé le temps, donc je ne sais pas si j'ai été trop gourmand ou pas. Non, non, tu es parfait. Tu es sur 20 minutes à peu près de présentation, même un peu moins. C'est au top. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des réactions? Ouais, Pierre? Toi, merci Nicolas. Moi, je trouve que ta présentation, elle répond complètement à la problématique. C'est-à-dire qu'on ne se jette pas, entre guillemets, bêtement sur le tas, parce qu'on essaie d'avoir une réflexion sur ce qui est intéressant, ce qui n'est pas. Et tu as été capable, effectivement, de faire la part des choses entre ce qui vous paraît utile et ce qui vous paraît complètement décontextualisé. Ça, c'est la première chose. Donc, je trouve que ta présentation, elle m'intéresse à ce niveau-là. Deuxième chose, c'est effectivement la notion de public. Quand tu dis que tu as des gens qui ont entre 18 et 60 ans, effectivement, on voit que, pour corroborer un peu ce que je disais tout à l'heure, il y a peut-être des publics qui sont effectivement beaucoup plus sensibles à ce genre de plateforme de formation, notamment à distance, et les gens qui sont reconversions, qui ont un certain âge, qui n'ont pas forcément envisagé une mobilité géographique et qui ont aussi parfois une gestion de leur temps qui leur permet d'aller consommer en fonction de leur disponibilité des thématiques particulières qui ne nécessitent pas forcément un présentiel. Et toi, ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux gens qui se préparent au professorat de sport un peu sur leurs heures, sur leur temps libre, etc., et qui viennent effectivement chercher des contenus, des assistances, etc. Et là, voilà, pour moi, ça c'est ma conception maintenant de l'utilisation de cet outil au service de certaines portions de formation. Voilà. Merci et bravo. Olivier, oui. Bonjour Laurent Garros de Poitiers. Si je peux me permettre, vraiment très très intéressant toujours là, les deux interventions, et de croiser un petit peu ce qu'on a entendu de Pierre et de Nico là juste à l'instant. Moi j'ai la chance de pouvoir bien connaître BP, DE, DES, et un peu pour répondre à Eve, je que la part de FOAD de manière globale me semble être de plus en plus importante en montant dans le niveau de diplôme. Pourquoi? Parce que les publics, effectivement, ne sont pas les mêmes. Et on revient sur la problématique du public. Je trouve très, très ambitieux donc, le projet de Nico quant à essuyer les plâtres. Bon, mais effectivement, sur des BP, sur la formation initiale, on a quand même des profils de stagiaires qui, comme le disait Pierre, bon, au fur et à mesure du temps, évoluent avec les difficultés aujourd'hui que peut rencontrer parfois une certaine jeunesse et les difficultés aussi de suivi de cursus scolaires initiaux. Donc, on récupère ces jeunes-là qui ont besoin quand même d'accompagnement pour aussi être en capacité d'autonomie pour suivre à titre individuel, tout seul de leur côté, cette notion de formation à distance. Et je voudrais aussi croiser mon argumentation avec ce que Olivier évoquait par rapport à la notion de classe inversée. Je pense que dans ces notions que nous évoquons ce matin, la place du tuteur est hyper importante dans le cadre de ce public dont je parle, de formation initiale, pour tenter de pouvoir espérer être sur un quota ou un pourcentage, comme on veut, de formation à distance plutôt élevé dès les BP. Voilà. Et donc, ça pose aussi la problématique qu'on évoquait hier de l'accompagnement du tuteur dans ce cadre de formation à distance en fonction du pourcentage que l'on conserve entre formation en présentiel et formation en distanciel. Voilà, c'est un petit peu
l'avis que je voulais donner là, par rapport à ce que j'ai entendu ce matin. Nico, tu as envie de réagir à ça ou si quelqu'un veut réagir à ça ou compléter ou une autre question ou une autre remarque? Ouais, l'idée, c'est peut-être plutôt de laisser la parole aux collègues. Là, j'ai plein de parler. Si Ouais, je Pierre, peux me vas-y. permettre, moi j'aurais nuancé la notion de tuteur dans le cas de l'accompagnement de l'FOD. Les tuteurs qui sont en structure d'alternance, honnêtement, quand on connaît leur rythme professionnel, qui est très basé sur le présentiel dans les salles d'entraînement, dans les salles de cours collectifs et autres, euh, moi je pense que ça serait extrêmement compliqué de demander aussi de s'investir dans un le tuteur terrain, c'est quelqu'un qui amène un encadrement, un accompagnement terrain. Ce qui n'empêche pas qu'il serait peut-être intéressant qu'il y ait un tuteur FOAD ou un accompagnateur FOAD. Mais par rapport à ce que vient de dire Laurent, je souscris complètement. Il faut, enfin, on n'a pas de formation initiale. Enfin, les gens qui viennent chez nous, ils n'ont jamais eu de formation initiale. Donc, il faut déjà les prendre par la main et leur dire voilà, le chemin, la direction, c'est ça, le métier, c'est ça, les contenus, c'est ça, en bout de piste, voilà ce que tu dois être capable de faire. Le vœu pieux dire, moi j'ai eu ces grandes messes-là, hein, quand on est passé du BE au brevet professionnel, le stagiaire est maître de son parcours, il va chercher l'UC à droite, à gauche, etc. C'est une vue de l'esprit, ça. C'est bien quand on vient de l'agriculture et qu'on a fait un BEP, un CAP, un BTS sur les carottes et qu'on veut basculer vers les poires ou les fromages. Parce qu'on a une certaine culture entre guillemets, de l'agriculture, si je puis dire, hein, sans faire de pléonasme. En l'occurrence, on a des gens qui arrivent, ils n'arrivent pas tous de STAPS, hein, ils viennent de partout, il y en a certains qui viennent de nulle part, et ceux-là, ce que l'on leur propose, c'est leur première formation initiale. Donc, il faut être extrêmement prudent par rapport à ça. Et la notion de tuteur, telle que tu décris, Laurent, moi, je la partage, mais je pense que c'est le même personnage entre la FOAD et la pratique terrain. Le tuteur, il apporte son expérience terrain sur ce qu'il sait faire dans le milieu. Alors, ça n'empêche pas qu'on peut peut-être leur demander de temps en temps de s'y pencher, mais c'est encore, même pour eux, une autre compétence. Ils ont des fois déjà beaucoup de mal à faire ce qu'on attend d'eux sur le terrain. Alors, si en plus, il faut les envoyer sur ce terrain-là, je demande à voir. Je ne dis pas que c'est impossible, je demande à voir. Voilà ma remarque, hein, sur ce que tu viens de dire. Mais, voilà. Juste, merci Nicolas. Pardon. Merci Nicolas pour cette présentation. Juste, je voulais savoir, parallèlement à ce projet, est-ce que vous gardez l'option aussi qui permet aux apprenants de pouvoir rentrer sur des cursus traditionnels, je veux dire en face à face, en parallèle? Alors ça fait partie des conversations de se dire, mais il y en a qui vont peut-être demander, solliciter le présentiel, qui ne voudront pas. Dans un premier temps, là, une fois que le coup est parti, on se dit non, on y va. Donc, c'est-à-dire qu'on bascule en FOAD, on va oublier la partie présentielle. Bien que, comme je dis, hein, c'est quand même un ruban ternaire. Donc, on va conserver des temps où on les retrouve. On met aussi en place un système de formateurs référents. Comme on a la chance d'être 3 formateurs, chaque stagiaire a un formateur référent. Alors, il y en a même, ils nous prennent pour leur valet. Hein. Ils savent bien qu'ils peuvent nous faire 2 fois dans la journée. Donc, ça fait un accompagnement quand même assez précis. Malgré tout, on a des formations, des formats courts. C'est-à-dire qu'il y a des formations BPGEPS ouvertes à destination de moniteurs fédéraux. Et donc, format court, c'est 2-3 semaines de cours en CREPS. Donc ça, on n'est pas contre. Hein. C'est facile pour nous, ce n'est pas trop exigeant à mettre en œuvre. Donc, si jamais on voit qu'il y a une demande de conserver du présentiel, on pourra facilement basculer là-dessus dès 2022. Comme on a quand même sondé les stagiaires là, en ce moment, à la fin de chaque cours, on demandait, bon, ce contenu-là, est-ce que pour vous, ça se prêterait à… Donc, on leur avait bien expliqué ce qu'était un MOOC, ce qu'était la FOAD, et on leur demandait de se positionner, ça se prêterait à un usage e-learning ou pas. Et surprise dans les publics, c'est les plongeurs, ceux qui font des bubules, là, les bouteilleux, alors, ils voudraient tout faire à distance, hein, tout, dans leur baignoire. En revanche, les apnéistes qui viennent sur une formation courte, parce qu'ils ont déjà un moniteur fédéral, alors, eux, ils demandent du présentiel. C'était assez surprenant. Nous, c'est un des rares temps en dehors des compétitions où on peut se rencontrer, on peut échanger. Donc, eux, ils sont demandeurs d'un peu plus de présentiel. Je crois qu'il faudra peut-être envisager un peu de moins de FOAD sur les publics apnéistes et un petit peu plus de présentiel. Puis après, on va jouer avec le curseur. Merci.
Oui, tu voulais dire quelque chose? Peut-être Marilyn aussi après, et après on changera de sujet. Oui, bah, par rapport, juste rebondir par rapport au tutorat. Là, la première question pour Nicolas, tu avais présenté en fait sur l'ensemble de la filière subaquatique. Je suis pas du tout connaisseur de la plongée de ce secteur-là, mais là pour le coup, cette expérience-là, elle n'est que sur un niveau. Vous ne la déployez pas sur l'ensemble pour l'instant, si? Si. Moi, c'est quelque chose qu'on va déployer sur les BP, DE, enfin sur toute la filière. D'accord. Et le deuxième point par rapport au tutorat, effectivement, je rejoins ce que vous évoquiez tous quant à la difficulté des fois d'avoir des tuteurs impliqués et autres. Je vais un peu plus loin par rapport à ce qui nous guette et pour lequel bon, je suis un peu impliqué aussi avec Albin, un certain nombre de nos collègues sur la démarche qualité sur Calliope. Il y a des indicateurs et on se doit aussi, c'est complètement nouveau, c'est notamment l'indicateur 5, le plan de formation de nos formateurs et des différents intervenants qu'on a sur nos formations. Et je pense que à l'avenir, on devrait essayer effectivement de travailler sur la montée en compétences ou la valorisation de ces personnes-là, de ces tuteurs, et leur démontrer l'intérêt en bossant avec un établissement public. Là, je partage vraiment que le public. En bossant avec nous, on peut encore les monter en compétences et les imprégner sur des nouveaux systèmes de formation. C'est presque effectivement du dedans sans avoir forcément le retour. Mais en travaillant comme ça, et je ne dis pas que c'est simple, hein, mais dans tous les cas, on palliera aussi et on augmentera aussi la qualité de nos formations et des personnes avec lesquelles on travaillera. Et l'application. Le MOOC tuteur, bon, ça se travaille, hein, il y a des choses qui sont en train de se faire aussi. Voilà, le tutorat, je l'appréhende aussi comme ça, comme on a beau se le dire, hein, le tuteur fait partie intégrante de la formation, etc. Oui, de la réalité, concrètement, effectivement, c'est loin d'être la vraie vie de la formation professionnelle. Mais dans tous les cas, voilà, j'appréhende aussi ces nouveaux modes de formation en appliquant les tuteurs et en essayant effectivement de les faire monter en compétences aussi et de leur démontrer et dévaloriser aussi. Voilà. Je suis en train de travailler un peu aussi là-dessus. J'ai questionné un certain nombre de mes collègues sur la rémunération du tutorat, y compris avec l'agent comptable, etc. C'est pas forcément simple aussi, mais je pense que c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on aille et qu'on travaille. Et ce que Nicolas évoque là par rapport au tutorat et à la continuité pédagogique avec du distanciel, je pense que ça en fait partie dans nos futures moutures. Ok, merci. Est-ce que Marilyn, comme tu joues avec ton micro, je ne sais pas trop si tu avais envie de faire une remarque ou pas, et si c'est oui, ça sera la dernière. Non, Marilyn, oui, non. Il te reste 2 secondes. 3, 2, 1, top. Donc, Marilyn ne voulait pas causer. Merci, Nico. Franchement, super aventure. Une remarque, c'est que ça peut être progressif. Et moi, je pense que dans les étapes, déjà de faire du présentiel enrichi, donc d'avoir des centres de ressources multimédia, c'est déjà une première étape. Et après, on peut mixer comme on a envie, avec de la distance ou pas. Non, c'était super, Nico. Bravo, belle aventure, là. Enfin, moi, je trouve. Hein. Moi, ça me plaît. Donc, maintenant, c'est il est où Monsieur Saja ou Sajat, je ne sais jamais comment on dit. Je suis là, Saja. Ah oui, il était au milieu de mon écran en plus. Donc là, Nico, il va nous faire, enfin, il fait 2 présentations, il en fera une autre demain et une sur, là, c'est sur, je crois, si je ne me trompe pas, sur la formation à distance à la Fédération française de squash. Oui, c'est ça, sur les formations à distance à la Fédération française de squash. Donc, pour me présenter, donc, je suis conseiller technique national à la Fédération française de squash. Petite fédération, pas beaucoup de licenciés, 20 000 licenciés grand maximum. Et donc, effectivement, des difficultés sur les territoires à mettre en place les formations. Depuis 2010, moi, je suis conseiller technique dans cette fédération. J'ai eu mon professeur de sport en 2010 et donc, dans la foulée, j'étais à la Fédération française de squash et j'étais en responsabilité des formations, donc de la partie pédagogique. Donc, j'ai repris toute la partie pédagogique de l'ensemble des formations sur la Fédération française de squash. Et puis, donc, il a fallu voir un peu, effectivement, faire un diagnostic de ce qui se passait et de ce qui se passait. Donc, il s'avère en fait qu'à la Fédération française de squash, tous les formateurs sont des bénévoles.
Il n'y a aucun professionnel de la formation à part moi aujourd'hui. Depuis 10 ans que j'y suis, on n'a pas de professionnel de la formation, il n'y a que moi. Donc, il a fallu que je trouve une stratégie à la base, à partir de 2010, pour accompagner les formateurs bénévoles dans les ligues à se former. Et donc, j'ai construit les contenus de formation pour tous les formateurs. Donc, tous les supports de formation ont été construits et je les ai mis à disposition des formateurs de ligue. Et puis, en 2015 ou 2016, je ne sais plus, Olivier, les Sables d'Olonne, le séminaire des Sables d'Olonne, c'était en… Ça, c'est peut-être 2016. Voilà, 2016. Donc en 2016, j'ai suivi le séminaire donc, qui était à l'époque sur notamment Spiral Connect et l'intervention notamment de Steve Perron, donc, qui est parmi le groupe que j'ai vu dans la liste des participants là, et qui faisait effectivement une formation pour ces règlements en ligne via le Spiral Connect et avec un système très pratique qui était le mode séance. Donc effectivement avec un système étape par étape. Et ça correspondait parfaitement en fait au système que moi j'avais, au système que j'avais instauré à mes formateurs de ligue. Donc je leur avais marché le travail à tel point que je leur avais fait un cours, un quiz, un cours, un quiz, un cours, un quiz en permanence et étape par étape, progressif tout le long de la formation. Alors c'était surtout pour les formations courtes parce que mes formateurs de ligue ils s'occupent des formations courtes, pas des formations longues. Donc, j'ai ensuite utilisé Spiral Connect pour faire exactement la même formation que mes formations présentielles en formation à distance. C'est-à-dire que tous mes supports ils sont basés sur du jeu de questions-réponses. Donc, à chaque fois que j'utilise un PowerPoint, il y a une question qui s'affiche et en fait, le formateur, il n'a qu'à poser la question aux stagiaires qui sont en face de lui et la réponse, elle s'affiche derrière une fois que le formateur il a cliqué sur le bouton pour faire apparaître la réponse. Donc, j'ai créé des formations PowerPoint avec effectivement une certaine interactivité donc que j'ai reproduit sur Spiral Connect via le mode séance. Et puis après, donc Spiral Connect commence à disparaître. On nous a demandé de passer sur la plateforme Claroline et donc j'ai changé d'outil et j'ai pas du tout apprécié le mode parcours. Je crois que c'est le mode parcours qui s'appelle. Celui-là, il me plaît pas, mais pas du tout, du tout. Par contre, j'ai préféré utiliser le mode badge. Donc, effectivement, alors c'est plus progressif parce qu'il n'y a plus étape par étape. C'est-à-dire que le mode avant Spiral Connect, en fait, tant que tu n'avais pas validé un quiz, tu ne pouvais pas passer à l'étape supérieure. Bah là, maintenant, c'est plus possible avec la online. Donc, j'ai fait un système de badge. En fait, j'ai un cours, un quiz pareil. Et puis, les candidats, ils suivent le cours 1, le cours 2, le cours 3, le cours 4. La seule différence, c'est qu'ils peuvent faire les quiz dans les désordres, suivre les cours dans les désordres. C'est tout ce qui change. Donc, je vais vous partager mon écran. Tac. Donc, par rapport à mes formations, donc là, on est sur le site de la Fédération française de squash et dans l'onglet formation, en fait, j'ai fait tout un menu qui permet de rediriger sur les formations à distance que j'ai appelé l'IF Squash. Donc voilà, on propose aujourd'hui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 formations courtes qui sont relatifs à l'arbitrage, au juge arbitrage, donc c'est les organisateurs de compétition, et une formation dirigeant. Il y a une formation à l'arbitrage qui est plus sous forme de MOOC qui est gratuit en accès libre, inscription gratuite, et pareil pour la formation dirigeant parce que le but, étant donné qu'on était une petite fédération, c'était de sensibiliser au milieu associatif qui est quelque chose qui est complètement méconnu dans notre discipline, ou très peu connu parce qu'on a pas mal de structures privées, structures commerciales, et le milieu associatif, ils le connaissent pas tous bien comme il faut. Donc, j'ai constitué cet outil, cette formation de dirigeant gratuitement sous la forme d'un MOOC. Sinon, on a mis en place donc les formations d'arbitrage et c'est celle-là que je vais présenter par exemple dans un premier temps pour expliquer un peu comment elle est constituée. Alors, si vous voulez, quand un candidat quand un candidat vient se connecter à son espace sur Claroline Connect, en fait, il arrive sur cette page d'accueil-là qui lui présente effectivement
la formation qui explique comment elle se passe, l'évaluation théorique, comment on obtient des badges, combien de badges il faut obtenir. Et puis, une fois que la formation à distance elle est terminée, il y a une évaluation pratique qui se fait dans les ligues. Voilà. Et donc, je présente tout le dispositif sur la page d'accueil. Et une fois qu'ils sont inscrits, via le formulaire d'inscription. Donc, il y a un formulaire d'inscription qui est disponible directement depuis le parcours, donc qui permet de les inscrire et qui permet de moi m'informer qu'il y a quelqu'un qui est inscrit. Donc, après, en fonction de leur mode de règlement, j'adapte les modes de paiement, etc. Et puis après, j'ouvre les droits sur la formation. Une fois que les droits sont ouverts sur la formation, donc après, cette page, elle se développe avec une multitude d'onglets donc qui correspondent aux différents cours. Donc, quand je clique en fait sur un cours, par exemple le rôle du marqueur, donc qui est un des statuts d'arbitrage du squash, je tombe en fait sur une page où en fait il y a 4 éléments. Le premier élément, c'est un diaporama PowerPoint. Alors, je choisis volontairement le diaporama PowerPoint mis en ligne via OneDrive. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça me permet en fait de faire toutes les modifications depuis mon PC et que en fait, elles soient mises à jour automatiquement sur l'outil. Et donc, je n'ai pas besoin de faire 250 retouches à droite à gauche, aller dans mes contenus perso, aller sur la FOAD, aller à droite à gauche. J'ai un seul contenu que je partage à mes formateurs, que je partage sur la FOAD, que je partage partout et qui se modifie à un seul endroit. Donc, je n'ai pas 230 000 retouches à faire sur un document. Et j'ai bien aimé aussi le format PowerPoint parce que justement, ça permettait entre autres de faire des animations parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens à la Fédération française de squash. On n'a pas forcément la possibilité d'avoir des outils comme RapidMook ou des choses comme ça. Donc, aujourd'hui, on est encore sur un modèle animation. Donc là, si je prends par exemple, alors on va prendre celui-là parce que c'est peut-être plus parlant au niveau des animations. Nous, au squash, on a une particularité, c'est-à-dire qu'il y a comment dire, il y a des situations où en fait l'arbitre doit prendre des décisions, alors qui s'appellent let, no let ou stroke. Ça veut dire soit on remet le point, soit le joueur gagne le point, soit le joueur perd le point. Et donc, en fonction de ces situations-là, des situations des faits de jeu, l'arbitre doit prendre telle ou telle décision. Donc moi, pour indiquer quelle était la situation qui correspondait au point de règlement, j'ai fait des animations qui permettent effectivement de visualiser ces situations-là. Donc là, vous voyez l'animation qui défile avec effectivement le fait de jeu. Donc, j'ai utilisé PowerPoint parce que ça me permet entre autres de faire des animations et aussi parce que je pouvais aussi intégrer de la vidéo. Alors, je vais essayer de vous trouver un endroit où je peux mettre de la vidéo. Donc ça, c'est toutes les animations. Hop. Hop, hop. Voilà, donc là, j'ai intégré des vidéos YouTube sur le PowerPoint, ce qui me permet, en plus des animations, par rapport à la situation de le fait de jeu qui correspond à la situation, au moins j'ai une présentation au ralenti qui me permet d'indiquer à quoi ça correspond, à quoi ça correspond, telle décision, etc. Et puis derrière, j'ai la décision qui est appropriée. Voilà. Donc ça, j'utilise le PowerPoint justement pour faire des animations et pour que ça défile le texte les uns à la suite des autres. Je vous ai parlé aussi du fait de faire un mode question-réponse. Donc ça, c'était avant. Donc voilà comment il est construit. En fait, je pose une question au stagiaire. Donc, quelles sont les décisions à prendre par l'arbitre en cas d'une demande de l'aide pour une interférence, quelle qu'en soit la nature? Donc, hop, pardon. Donc, réponse A. Normalement, elle n'apparaît pas. Hop. Réponse A. Donc, petit e, si l'interférence est avérée que l'adversaire a fait le maximum d'efforts pour éviter celle-ci et que le frappeur pouvait faire un bon renvoi. Et en fait, c'est le stagiaire qui fait lui-même la réponse avant de l'afficher en fait. Donc l'idée c'est que justement ça soit suffisamment interactif pour que la réponse ne s'affiche pas toute seule, qu'il y ait une question qui incite le stagiaire à réfléchir avant de répondre à la question. Donc ça c'est le cours. Donc cette partie PowerPoint pour toutes mes pages en fait, il y a effectivement un mode cours qui apparaît comme ça et qui apparaît en diaporama avec le maximum
possible de questions-réponses associées. Et sur la droite, en fait, derrière, il y a le quiz qui permet de valider le badge correspondant au cours. Donc, selon les badges, soit c'est des questions, questions fermées. Enfin, la plupart de tous mes quiz, de toute façon, sont à questions fermées. L'objectif étant que l'évaluation se fasse automatiquement. Je ne veux pas passer derrière les candidats. Donc, le but, c'est qu'ils aient 18 sur 20 et que la notation se fasse automatique. Donc, moi, j'apporte un service après-vente, effectivement, si jamais il y a des problèmes par rapport à un quiz ou par rapport à un truc. Mais la notation, ce n'est pas moi qui l'a fait, c'est le logiciel qui l'a fait automatiquement. Donc, que ce soit pour des vidéos, que ce soit pour des points réglementaires. Donc, c'est des QCM, c'est comme l'outil le propose de l'ordonnancement, différentes manipulations qui me permettent de mettre des points automatiquement. Donc, tous mes quiz sont faits de telle sorte que les points sont automatiquement affichés. Et quand un candidat a 18 sur 20 à un quiz, en fait, il a son badge qui apparaît dans la liste de ses badges. Donc, c'est pareil, sur toutes mes pages, j'ai reporté les badges du candidat pour qu'à chaque étape de son cours, il puisse visualiser où il en est dans l'acquisition de ses badges. Il y a un accès au cours suivant sur un petit widget que j'ai mis aussi à chaque page qui permet en fait d'accéder au cours suivant comme son nom l'indique. Donc effectivement, le but étant de faire en sorte que ce soit un parcours étape par étape, même si au final, on peut le faire dans le désordre. Mais mon objectif, c'était de le faire comme ça. Donc, une fois que pour tous ces cours, ils ont validé l'ensemble des badges qui correspondent pour moi à des quiz intermédiaires, à des quiz des évaluations formatives. Après, ils arrivent aux évaluations finales. En fait, les évaluations finales reprennent l'ensemble des cours, sauf que les questions c'est les mêmes questions, mais il y en a plus. Elles sont toutes tirées de manière aléatoire parce qu'en fait, j'ai une batterie de questions qui est énorme, ce qui permet effectivement à ce que les candidats puissent, quand ils ne valident pas un quiz, quand ils refont un autre quiz, ils ont une autre batterie de questions qui leur retombe. Ils ne retombent pas sur les mêmes questions forcément. Et donc, voilà, c'est plus compliqué parce qu'il y a l'ensemble des cours à avoir maîtrisé en un seul quiz, alors que les autres, c'était des questionnaires qui ciblaient un seul cours. Et si je prends l'exemple de l'évaluation vidéo, par exemple, alors ça, c'est une petite particularité que j'ai modifiée très dernièrement. En fait, tout ça, c'est une évaluation vidéo. En fait, c'est des situations de jeu, c'est des faits de jeu où il faut donner la bonne décision, will it, stroke no let, en termes d'arbitrage. Avant, j'avais intégré, ça fait depuis le début, en fait, j'avais intégré sur l'outil les vidéos dans Claroline. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'intégrer des vidéos dans les ressources, dans la plateforme. Le problème, c'est que en fait, ça plante complètement le système. Moi, il y a plein de personnes qui n'arrivent pas avec les tablettes Surface, qui n'arrivent pas avec différents PC à répondre à ce questionnaire-là. Donc, en fait, la solution que j'ai trouvée, c'est d'intégrer dans le questionnaire, plutôt que des vidéos de la plateforme Claroline, enfin sur la plateforme Claroline, d'intégrer des vidéos, des liens YouTube qui permettent justement, effectivement, de répondre aux problèmes techniques que j'avais rencontrés à ça. Donc, si jamais vous avez des vidéos à intégrer sur la plateforme, je vous conseille plutôt d'intégrer des vidéos YouTube, surtout si c'est du gros volume. Si c'est du petit volume, encore ça passe. Quand c'est du gros volume, là par exemple, moi j'ai une batterie, enfin c'est 50 questions sur le quiz, ou 60 questions là en l'occurrence. 60 questions, en fait l'outil il le gère pas bien au niveau dans la gestion technique. Ça bug. Et à la fin du parcours, pour répondre, tout à l'heure, on parlait de Calliope, pour répondre effectivement aux différentes problématiques liées par Calliope. Donc, j'ai rajouté, pour clore la formation, le formulaire de satisfaction directement. Donc, on peut aussi intégrer du Google Form à l'intérieur d'une page Claroline. Et donc, ça me permet effectivement d'avoir directement le retour des candidats sur la satisfaction et je ne clôt la formation qu'à partir du moment où il a rempli le formulaire de satisfaction. Autre point aussi que j'ai intégré très dernièrement, c'est
toutes les mises à jour que je peux faire, donc l'historique des mises à jour. Donc, c'est très dernièrement puisque ça a commencé le 3 mai. Donc, effectivement, à chaque fois que je fais une mise à jour, alors ça, c'est des attentes pareil pour Calliope qui veut que le certificat de qualité indique toutes les mises à jour qu'on peut faire sur chaque outil, que ce soit les diaporamas, que ce soit sur l'outil, que ce soit pour le changement. Donc là, j'ai mis correction des bugs sur les squeezes, notamment par rapport à l'intégration de vidéos YouTube, ou correction des fautes d'orthographe sur un des PowerPoint, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est des outils que j'ai intégrés au fur et à mesure et qui sont modulables, que je peux modifier à tout moment et qui me permet effectivement de faire avancer mon produit. Et enfin, pour terminer, avec Caroline, on a la possibilité effectivement de donner des droits différents en fonction des personnes qui gèrent la plateforme. Alors moi, je suis le seul gestionnaire, donc, mais par contre, j'ai des coordonnateurs de ligue. Et j'ai des formateurs de ligue en fait, qui ont besoin d'avoir une visibilité sur ceux qui sont inscrits en FOAD. Donc, je leur donne un accès qui leur permet effectivement de voir l'avancée des badges et la liste des utilisateurs qui sont inscrits sur la plateforme. Et enfin, dernier point par rapport à ça. Donc, moi, ça n'a pas changé grand-chose par rapport à mes formations présentielles parce que c'est exactement le mode de fonctionnement que j'utilisais en présentiel déjà à la base. Alors après, ça nécessiterait effectivement que j'intègre plus de vidéos tutoriels pour simplifier la tâche de certains qui rentrent en formation. Ça nécessiterait aussi peut-être non, c'est pas ce que je voulais dire, mais le dernier point, c'est que par rapport à la formation en présentiel, en fait, la formation FOAD, j'ai un petit exemple par rapport à cette formation A1, 39 inscrits en formation toutes ligues confondues en présentiel sur du A1 en 2019, 49 en FOAD. Donc, en fait, la FOAD m'a démocratisé totalement la formation à l'arbitrage, m'a permis effectivement de toucher beaucoup plus de monde, de répondre aux problématiques que les ligues avaient de ne pas pouvoir satisfaire les candidats parce que pas assez de candidats inscrits ou le présentiel n'était pas forcément adapté à un public bien précis ou alors je n'ai pas les formateurs disponibles pour mettre en place la FOAD. Donc, en fait, ça a satisfait à la fois les ligues qui ont la possibilité effectivement quand même de continuer la formation à distance, mais pour ceux qui n'avaient pas la possibilité de le faire ou qui ont peu de moyens pour le faire ou qui n'ont pas les personnes ressources pour le faire, d'apporter un service supplémentaire. Et enfin, le dernier point, via le confinement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vu que la formation en présentiel et la formation à distance étaient similaires, les mêmes contenus, les mêmes outils, si ce n'est que en formation présentielle, ils n'utilisaient pas la plateforme, et ben, j'ai des formateurs de ligue qui ont voulu faire de la visio pour mettre en place ces formations-là. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a associé la plateforme de formation à distance avec la visio qui était mise en place par un animateur au niveau des ligues ou un formateur au niveau des ligues. Et en fait, par exemple, en Ligue Île-de-France, jamais ils avaient eu plus de 8 candidats en formation A1. Et là, en une semaine, ils ont réussi à avoir 17 personnes en mode visio FOAD sur une seule session de formation. Donc, ça a été quelque chose qui nous a donné la puce à l'oreille pour la saison prochaine, qui est effectivement qu'on va développer ce système mixte visio et plateforme FOAD. Alors, on n'était que en autonomie sur la plateforme ou que en présentiel. Maintenant, on va faire hybride, visio et plateforme FOAD. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que j'ai été clair. C'est super et je rebondis juste sur la fin. Effectivement, il y a la logique d'auto-formation et là-dessus, je peux greffer ce que je veux. Et effectivement, je peux me rajouter aujourd'hui avec des outils de visio qui deviennent de plus en plus performants ce que je veux. Alors non, alors il y a plein de réactions. Tu as des réactions techniques sur le forum, tu as des réactions sur le choix, pourquoi pas le parcours dans la présentation, voilà. Donc il y a plein de choses. Alors allez-y, hein, la parole est à l'attaque. J'ai une petite question. Merci Nicolas pour ta présentation, Eric de l'École nationale de voile. Voilà, c'est purement technique, c'est concernant ta mise à jour des présentations PowerPoint. Là. Du coup, tu as évoqué un logiciel, je ne le connais pas. Et, voilà, Eric. Ouais, mais moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, tu mets à jour directement sur ton ordi et tu le fais en ligne ou comment ça marche en fait, en quelques mots? Alors, en fait, si tu veux, c'est l'outil Microsoft Office qui est
en ligne. Donc, ça s'appelle OneDrive. Et OneDrive, en fait, ça te propose du Excel, du Word, du PowerPoint, entre autres, qui te permettent effectivement de déposer sur un serveur tes fichiers PowerPoint, Word et Excel. Et donc, comme tu as Dropbox, tu peux l'intégrer sur un PC, ben là, c'est le même principe. Tu peux intégrer ton OneDrive directement sur ton PC. Donc, moi, je fais les modifications depuis mon PC, même pas en ligne, depuis mon PC. Ça se met à jour automatiquement sur le serveur OneDrive, qui est donc le Microsoft Office en ligne. Et donc, ça se met automatiquement à jour sur la plateforme en FOAD, puisque moi, je l'ai intégré, mon OneDrive, directement sur la plateforme FOAD. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Eric? Oui, je suis là. Oui, merci Nicolas pour la précision. C'est la même idée qu'une vidéo YouTube, en fait. Exactement, exactement. Et j'ai vu la question par rapport à la chaîne YouTube. Oui, on a créé une chaîne YouTube FF Squash que j'utilise. Et donc, ces vidéos-là, je les mets comment dire, en non répertorié pour qu'elles ne soient pas en affichage public. Elles sont en non répertoriées. Et en fait, c'était que ceux qui disposent du lien ou que les pages sur lesquelles la vidéo est intégrée où les gens peuvent le consulter. Oui, et pour compléter, effectivement, Claco, ça gère de la vidéo, mais pas aussi bien que YouTube, Vimeo, Dailymotion, tout ce qu'on veut. Ce qui est en fait normal, parce que les contenus sont convertis dans de multiples formats sur YouTube. Enfin, si on prend que YouTube, mais sur les autres plateformes aussi. Alors que sur Claco, ça va être au format original. Et donc, effectivement, c'est fortement lié à la qualité de la connexion. Et voilà. Donc, effectivement, ça vaut vraiment le coup d'associer une chaîne à côté. Ouais. Alors, il y a plein de choses. Il n'y a pas que la qualité de la connexion, parce que moi, j'ai tout eu. J'ai tout eu, hein. Donc, effectivement, j'ai eu des gens, voilà, les tablettes Surface, par exemple, c'est vraiment pas du tout adapté pour ce genre de quiz-là. Les mecs, ils ont mis 3 heures à faire une évaluation alors qu'elle doit prendre 20 minutes. Ils s'arrachaient les cheveux. Donc, effectivement, au niveau service après-vente, c'est pas top. Donc, là, j'ai corrigé parce que j'ai beaucoup de demandes, justement, avec de FOAD, justement, dû au confinement. Moi, je suis passé, donc je vous ai dit, l'année dernière, j'en avais 49 en un an de formation en FOAD. Là, je suis à 40 en un mois. En un mois. Donc, j'ai dû répondre à la demande assez rapidement sur ces formations courtes, quoi. Ouais. La scène, vas-y. Je vais activer mon micro si vous m'entendez. Ouais, super. Nico, belle présentation, bravo, beau travail. Juste, je rebondis avec la question d'Eric là par rapport aux documents en ligne mis à jour automatiquement avec Microsoft. Est-ce que c'est le cas avec les outils Google Drive? Tu as déjà essayé ou pas? Oui, parce que le formulaire, c'est un Google Drive. Le Oui, formulaire mais de satisfaction. plutôt les outils de présentation, tu vois, comme ils ont l'équivalent de PowerPoint notamment. Est-ce que tu as essayé avec ça ou pas? Bah, à mon sens, tu peux tout intégrer. À partir du moment où tu peux intégrer quelque chose, dès qu'il y a un lien d'intégration sur un site internet, de toute façon, il suffit de l'intégrer sur ton widget. Le widget, c'est la case, hein, tout le monde, enfin, je ne sais pas si tout le monde est au fait, mais c'est la case dans laquelle tu mets des contenus. Tu mets texte dans le mode, tu intègres ta page internet. À partir du moment où tu as une intégration, c'est possible en fait. Tout est possible. Alors, pour compléter ce que dit Nico, en fait, ensuite, à des moments, tu as des petits problèmes d'affichage qui peuvent se poser selon les codes d'intégration que tu as. Notamment, c'est aussi pour ça que, par exemple, sur le séminaire, là, on n'a pas intégré dans les pages du Covid-19, là, du plan de continuité pédagogique, les tableurs Excel. Ça, par exemple, les Google Sheets. Ça pose un peu de problème, ça se présente mal. Alors là, après, tu joues d'astuces. Soit tu mets une image et ça ouvre à côté, donc il y a quand même un visuel. Enfin bon, voilà. Mais oui, aujourd'hui, tout est intégrable. C'est que lien hypertexte, tout ça. Et je complète. Le code, et si tu joues un peu avec les codes, alors moi, je ne suis pas très fort là-dessus, même des trucs qui ne sont pas intégrables, tu arrives à les intégrer, quoi. Et je complète ce que tu dis, c'est que bon, il faut un peu de temps, hein, parce que c'est la construction, c'est la construction de l'outil qui prend le plus de temps, parce qu'effectivement, on n'est pas tous balèzes sur l'utilisation des codes, etc. Et par exemple, les vidéos YouTube, c'est pour les intégrer. Quand j'intégrais la vidéo YouTube, ça me faisait un petit bandeau rikiki comme ça de vidéo.
Alors qu'en fait, ouais. après réflexion et puis tricotage, etc. autour du truc, en fait, il fallait inverser les deux formats de taille qui me permettaient effectivement d'afficher la vidéo. Donc, faut y passer un temps dans la conception. Mais une fois que tu as passé le temps dans la conception, après, bah, moi, j'ai quasiment plus rien à faire si ce n'est le service après-vente là maintenant. Moi, j'avais une question, Nico, si par rapport à ton choix de faire ton parcours de formation en créant des onglets sur Claroline pour baliser ton parcours de formation et de ne pas utiliser justement l'outil parcours dans Claroline. Quelle plus-value le fait de créer des onglets que tu n'avais pas dans l'outil parcours? Alors, l'outil parcours, ce qui me gênait, c'est que bah, ça changeait rien parce qu'au final, tu peux passer d'une étape à une autre sans avoir validé tel ou tel parcours. Donc, ça ne change rien par rapport au mode séance qu'il y avait sur Spiral Connect. Et deuxièmement, il te bouffe une place, l'outil parcours sur ta page. C'est insupportable. Donc, moi, honnêtement, au niveau ergonomie, je trouvais ça très moche et pas pratique du tout. Donc, c'est plus au niveau ergonomie et fonctionnalité que je l'ai utilisé ce système-là plutôt que l'outil parcours. L'outil parcours, il ne m'a pas plu du début jusqu'à la fin. À partir du moment où j'ai essayé de me pencher dessus, ergonomiquement et techniquement parlant, ça ne me plaisait pas. Voilà, C'est un choix personnel après. Hein. Ouais. Mais le champ de possible est très large. C'est-à-dire que là, en même temps, Nico, il a réussi à faire une page relativement épurée et sur laquelle on s'y retrouve, et toujours le même modèle. Après, on pourrait dire, bon, il y a une multiplication d'onglets qui fait qu'à la fin, ça devient un peu compliqué. Donc, on pourrait avoir finalement un onglet avec cours, le lien vers une page pour un truc texte qui reprend la même structure que ce qu'il a là, mais du coup, en épurant l'espace d'activité. Tout ça pour dire qu'en fait, le champ de possible, la question n'est pas de dire il faut utiliser l'outil parcours ou pas l'utiliser. Il faut utiliser quelque chose de cohérent. Par exemple, l'outil parcours, il a un autre gros défaut, c'est quand il s'ouvre sur un smartphone. Aujourd'hui, il ne fonctionne pas. C'est-à-dire que si tu le mets en horizontal, ton smartphone, ça marche. Si tu le mets en vertical, c'est le menu qui prend toute la place et tu ne vois pas le contenu. Alors après, les bidouilleurs, ils trouvent vite que tu peux réduire le menu ou pas. Mais voilà. Par contre, souvent, pour les formateurs, au début, c'est un très bon guide et une très belle façon de rentrer dans la scénarisation, en fait. Ça aide à penser. Mais après, les modes de présentation se posent. Là, chez nous, Claire, peut-être qu'elle en parlera, mais elle passe son temps à changer. Elle passe du parcours à des formats comme toi, Nico, tu vois, et on passe de l'un à l'autre avec les avantages et les inconvénients des deux outils. C'est un peu comme les perceuses à Castorama, quoi. Moi, justement, via le formulaire de satisfaction, j'ai la possibilité d'avoir des retours sur les stagiaires et ce format-là plaît d'une manière générale. Donc, je l'ai appliqué à toutes les formations, exactement le même format. Comme ça, que quand quelqu'un fait une formation et ensuite il va en faire une autre, il retrouve le même format, il a la même logique et donc il ne s'y perd pas et il gagne du temps en fait. Donc, moi, j'ai repris ce format-là en boucle. La scène. Yes, j'ai une question un peu technique sur la gestion des utilisateurs, notamment des stagiaires qui sont inscrits en formation. Est-ce que c'est toi qui le gères au niveau de chaque ligue? Est-ce que c'est chaque correspondant de chaque ligue qui les gère de façon individuelle, par groupe? C'est-à-dire, est-ce que tu as une promo, par exemple, sur une formation fédérale là cette année qui intègre la plateforme pour une durée bien définie? Et est-ce que tu les enlèves une fois qu'ils ont terminé la formation? Est-ce qu'ils ont accès encore au contenu de formation? Comment ça se passe? Alors, toutes les inscriptions se font au niveau de la fédération. Donc, c'est moi qui suis coordonnateur de tout et donc, c'est moi qui intègre tout le monde et qui gère tout le monde et qui prend toutes les inscrites parce que c'est moi qui réceptionne aussi les paiements. Donc, tout se fait via la fédération. Après, je donne un accès coordonnateur de ligue pour la consultation, pas pour la gestion. Et après, pour répondre à ta deuxième question, qui était effectivement, est-ce que je fais des sessions? Non, par rapport à cette FOAD, c'est en accès libre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de session de début de formation et de clôture de formation. Elle est individualisée en fait, l'ouverture et la clôture de formation. Pour l'instant, je n'ai pas encore décidé de supprimer les stagiaires de la liste de mes utilisateurs parce qu'ils sont toujours en attente de pouvoir refaire des quiz. Ils veulent refaire ce genre de choses des fois pour certains. Je pense qu'à un moment, je vais le faire parce qu'effectivement, sinon, je vais avoir une liste tellement énorme et puis au bout d'un moment, il faut que ça tourne, quoi. Mais pour l'instant, je n'ai pas suffisamment de flux qui nécessite que je fasse du balayage d'utilisateurs.
Alors, et un complément à ça, donc effectivement, la Fédé de voile a beaucoup avancé là-dessus et sur la formation d'arbitre. Donc, toute la partie commune de la formation d'arbitre se fait en ligne. Donc, c'est un module de 40 heures, je crois, estimé. Donc, bon, sur le même genre que ce que tu as proposé là. Sauf que là, aujourd'hui, ils sont allés plus loin. C'est-à-dire qu'évidemment, effectivement, ce que tu viens de dire, c'est de dire les gens aiment bien refaire les quiz, finalement, ou aller de temps en temps, pendant 3 mois, tu n'as pas arbitré, tu veux te mettre au clair sur un point particulier, hop, tu vas refaire un petit quiz, tu vas reconsulter un cours, etc. Et donc, les mêmes contenus, mais du coup, sortis à des moments de la notion de parcours, sont réutilisés sur un environnement qui sert à faire de la formation continue des arbitres, qui, même pour les anciens, aujourd'hui, obtiennent des badges, malgré eux, parce que c'est toujours les mêmes quiz, les mêmes cours, les mêmes ressources qui sont utilisées. Donc, en fait, et là, ils sont en train, du coup, de déployer, et ils sont en train de faire, là, pendant le confinement, une version grand public, en fait, pour la formation d'arbitre, pour tous les… Enfin, pas formation d'arbitre, mais la connaissance de l'arbitrage et des règles par l'ensemble des licenciés. Dans le même état d'esprit, par exemple, pour tous ceux qui font la formation en présentiel arbitrage, maintenant, on a validé depuis septembre 2019 que les évaluations se faisaient sur la plateforme. Donc, eux, ils ont un accès évaluation A1, pas formation A1, mais évaluation A1, où ils ont les 2 badges terminaux à valider parce qu'eux, ils ont déjà fait les quiz intermédiaires en présentiel. Donc, ils ont les 2 badges finaux à terminer. Mais ils ont quand même accès aux cours et aux quiz intermédiaires si jamais ils veulent le faire pour tester, pour pratiquer. Donc, en fait, ils ont accès à la plateforme pour récupérer les contenus de formation et pour pouvoir faire les évaluations finales. Peut-être, Steve, une dernière, parce que comme c'était ton inspirateur et qui vient de mettre un mot sur le chat. Ouais, bonjour à tous. Bah, bravo, hein, Nicolas, c'est une belle plateforme et puis ça me parle bien. Pas mal d'idées à prendre, donc très bien. Ça va être dans l'autre sens maintenant. Je vais te demander des droits, je crois. Et ouais, pas mal le coup du PowerPoint avec toutes les ressources. Moi, ça me plaît bien ça, puisque moi, je suis parti plutôt sur un mode parcours avec toutes les ressources en accès libre et donc un peu un fourre-tout. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et moi, j'avais une question plutôt technique sur le. J'ai vu que tu avais, j'ai eu l'œil là sur le chrono sur le questionnaire. Alors là, il faut que tu me montres. Alors en fait, c'est assez récent sur Claroline, mais par contre, c'est que de l'affichage. Ça n'empêche pas un candidat d'avoir un badge si jamais il obtient les 18 sur 20 et s'il dépasse le temps. Donc c'est assez récent parce que moi, je l'ai vu il y a, je sais pas, une semaine, même pas, il y a 15 jours peut-être. Mais le chronomètre sur le quiz, avant, il n'existait pas. Ouais, alors par Sauf contre, erreur de ma part, oui, c'est ça, tu as raison. C'est bien le problème. Ça vient d'être développé et notamment, je pense qu'ils ont, eux, la grosse préoccupation, c'est les examens terminaux à l'université. Donc, effectivement, la question de la durée du chronométrage s'est imposée et donc ça a fini par être développé. Par contre, ce que tu viens de dire, là, ça vaut le coup alors soit de voir s'il y a un problème de paramétrage, parce que moi, je ne l'ai pas testé, mais de voir s'il y a un problème de paramétrage ou s'il y a un bug sur le chrono, parce qu'il devrait arrêter quand même. Ça me paraît, il faudrait faire remonter l'info à… Ah non, il n'arrête pas la copie. Hein. Ouais, il n'arrête pas la copie, justement. Non, il n'arrête pas la copie, il continue la copie, il t'indique juste dans la liste des résultats que tel candidat a dépassé de tant de minutes. D'accord. Ok. Ben voilà, donc j'en parlerai avec Gilles et Chacha. Ça marche. Ben, merci en tout cas. Ouais, c'est top. Et demain, il va vous parler de comment il utilise Zoom en faisant du live directement sur YouTube et pour la formation continue des entraîneurs. C'est un peu ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. L'idée, c'était de continuer à animer un réseau d'entraîneurs malgré le confinement et pour les garder actifs. Et surtout, on profitait de ce confinement alors qu'ils ne sont pas disponibles la plupart du temps, de leur temps disponible pour les faire échanger et partager alors qu'ils ne le font jamais entre eux d'une manière générale. Bon, voilà. Sauf s'il y a une dernière remarque de quelqu'un, mais sinon, on va clôturer parce que pour faire la petite pause café, pipi et compagnie, en tout cas, merci, c'était vraiment super. Et voilà, voilà, donc pensez à renseigner vos quiz de démargement là, et puis rendez-vous dans un quart d'heure sur les ateliers technico-pédagogiques où on essaie d'entrer un peu plus dans le moteur, quoi. Voilà, merci Nico, c'était super. Bravo. Je vous en prie.